fais l'appel, je suis présent. Jean-Michel Pédalu, Olivier Ogiso, Marc Vanal, Anthony Bédoué, Nicolas Boisseau, Angèle Bourriot, Patrick Collin, Emmanuel Dupuis, Marielle Etienne, Fleur Evenot, Bernard Fichy, Sylvie Fradin, Jean-François Girard, Isabelle Hamel, Valentin Larcher, j'ai son pouvoir. C'est Bruno Olivier qui l'a d'ailleurs. Cyril Lecam, Sandrine Less, Colette Lopez, Régis Mez, Bruno Bourras, Josiane Pactalafaille, Dolores nous a été excusée et il a donné son pouvoir à Josiane. Jean-Claude Pénicaud est excusé, il a donné son pouvoir à Marielle. Didier Blair. Laurent Roblé est excusé, il a donné son pouvoir à Jean-Michel, qui est à lui. Lydia Roger. Fabien Sury. Marie-Thérèse est absente excusée, elle a donné son pouvoir à Colette Lopez. Et Bruno Vivier. Merci beaucoup. Donc, le conseil municipal de ce jour, mardi 17 mai 2022, nous allons traiter de la perception et de la tarification de la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2023. Puis, je vous expliquerai, je vous proposerai de renoncer aux pénalités de retard sur les marchés de travaux de la maison de santé. Je vous expliquerai pourquoi. Nous voterons les subventions 2022 aux associations. Nous évoquerons la convention de partenariat avec Synergie Événements, en fait c'est le triathlon. On parlera de l'avenant numéro 1 de la convention d'exploitation du droit de chasse sur le domaine communal. Et puis on viendra parler plus de RH, notamment une délibération créant le comité social territorial et fixant aussi sa composition. Et une autre délibération qui peut autoriser l'autorité territoriale à ester en justice en cas de contentieux liés aux élections professionnelles. Et puis nous finirons par l'accord de la commune pour le projet d'aménagement de la partie d'Aiguillon par le Conservatoire du Littoral. Et nous évoquons ensuite deux questions diverses. Le dernier compte rendu est lu par Nicolas. Tu peux nous le lire? Projet compte rendu. Que les titres. Vous entendez? Oui. Projet compte rendu des délibérations du conseil municipal du 31 mars 2022. Vote des comptes de gestion 2021, approuvé. Vote des comptes administratifs 2021, approuvé. Affectation du résultat pour différents budgets, approuvé. Vote des budgets primitifs 2022, approuvé. Vote des taxes directes locales pour l'année 2022, approuvé. Financement de la rénovation de l'église de Saint-Nicolas, approuvé. Acquisition du centre de vacances de la Chénolette, CCAS, approuvé. Indemnité des élus municipaux, approuvé. Application du droit de préemption urbain sur les parcelles AL 61, 62, 64, 67, approuvé. Droit de place pour les marchés de l'année 2022, approuvé. Appel à projet APPA Vélo 2, approuvé. Convention d'accompagnement pour la démarche mobilité avec Territoire Conseil, approuvé. Avenant numéro 5 à la convention des versements des eaux usées avec la commune de Grue, approuvé. Création de postes pour l'accroissement saisonnier et temporel, approuvé. Mise en place de l'IFSE de régie, approuvé. Convention de mise à disposition du chargé d'inspection de santé de travail avec la CDG 85, approuvé. Demande de classement en station classée pour la commune, approuvé. Ok, merci beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de notre dernier conseil municipal? Pas de questions. Je vais vous proposer de voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, il est accepté. Alors on va passer à la première
Qui est le secrétaire? Colette, tu veux bien être secrétaire? Je t'ai pas préparé. Tu as laissé le choix. Voilà. Ton micro est ouvert? Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, vous m'entendez là? Je rappelle que la taxe de séjour est instituée par le... Un, deux. Donc, je rappelle que la taxe de séjour est instituée sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Flèche-sur-Mer et est couverte par deux délibérations de taxe de séjour. La création de la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île étant postérieure au 1er octobre 2021, il convient donc de prendre une nouvelle délibération unique pour l'ensemble des deux communes. Alors, je vous propose les articles, enfin, l'article 1, qui dit que la présente délibération définit toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île et annule toutes les délibérations qui étaient antérieures. L'article 2 vous dit que la taxe de séjour est perçue au réel sur toutes les natures d'hébergement à titre onéreux applicables aux établissements suivants, aux articles suivants, excusez-moi. Article R de 2333-44 du CDCT et article 2 du décret numéro 2002-1548. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aperçoit des palaces, des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des chambres d'hôtes, des villages de vacances, des terrains de camping et terrains de caravanas et tout autre terrain d'hébergement de plein air tels que les PRL. Aussi sur les emplacements dans les aires de camping-car et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures et toute autre forme d'hébergement. On y ajoute aussi les bords de plaisance. Vous voyez que tout ne nous concerne pas. Pour l'instant, des palaces, on n'en a pas. C'est la seule chose qu'on n'est pas d'ailleurs, le reste on a. La taxe de séjour, elle est perçue auprès des personnels hébergés à titre onéreux sur une commune qui n'y sont pas domiciliés et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la table d'habilitation. Ce montant il est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés et le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe d'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées qu'il va venir passer sur notre territoire et dans l'hébergement où il est. L'article 3 dit que la taxe de séjour est perçue toute l'année. L'article 4 nous rappelle que le Conseil départemental, en 84, le 16 novembre, a institué une taxe additionnelle de 10%, qui vient s'ajouter au prélèvement qui est fait. Et l'article 5 nous dit que les tarifs s'appliquent par nuit et par personne. Conformément à l'article 2333-30, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Et le barème est appliqué à partir du 1er janvier 2023 selon le tableau suivant qui doit être dans mon dos. Il n'est pas dans mon dos, mais il arrive. Donc vous allez voir, les palaces, on n'en a pas, ce serait 4,10 €, mais on arrive tout de suite aux hôtels de tourisme. Alors 5 étoiles, je ne crois pas que nous en ayons pour le moment, donc ce serait à 3 € perçus par personne et par nuit. Pour un hôtel de tourisme 4 étoiles, une résidence de tourisme 4 étoiles ou un meublé de tourisme 4 étoiles, 2,30 €. Pour l'hôtel de tourisme 3 étoiles et tout ce qui suit en 3 étoiles, 1,50 €. Pour le 2 étoiles, 0,90 centimes. Pour une étoile, 80 centimes. Pour les terrains de camping et les terrains de caravane classés en 3, 4 et 5 étoiles, 60 centimes. Et puis pour les terrains de camping et terrains de caravannage classés en première et deuxième étoile, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, port de plaisance, PPRN, pas PPRN.
PRR. Il y a un Pétro, là. parc résidentiel de La Pétro. Voilà. 22 centimes. Et les hébergements en attente de classement, pour le moment, sans classement, c'est 5% en fait, de la taxe additionnelle du département au prix. Bien au tarif. Article 6, est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs? C'est le département qui fixe ces tarifs-là? Alors, le département fixe les 10%. Nous, on fixe le reste. J'ai l'impression, moi je paye personnellement la taxe sur la recherche, etc. Pas mal. Alors, sur en face, mais bon, peut-être touristique de la ville justifie le montant, mais est-ce qu'elle a été rectifiée par rapport à la dernière? on a fait ce qu'on avait dit en fait. On a aligné nos fiscalités cette année et comme cette année on ne voit pas, on ne peut pas faire autre chose, on reste sur ce qu'on avait dit. Je rappelle que c'est une taxe, et tu fais bien de parler de ça, c'est une taxe qui est à notre profit. C'est-à-dire qu'elle est payée par ceux qui viennent nous visiter. Elle est collectée par les hébergeurs, tous, et elle est redonnée à la commune. D'ailleurs, cette année, on a, comme l'année dernière d'ailleurs, on a un agent qui est là pour vérifier, d'abord acculturer un peu les hébergeurs, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas par mauvaise foi, mais qui ne savent pas qu'il y a une taxe de séjour après, il y en a plein, puisque de plus en plus de personnes privées louent en direct. Et donc, on vérifie bien que tout le monde paye, parce que c'est un des curseurs qui nous permet d'augmenter un peu la capacité de recette municipale. Et il n'est pas question qu'on passe à travers. On estime aujourd'hui qu'on passe à travers, les recettes de 2021, par exemple, pour la structure là, à 90 000 €, on laissait passer, je pense, 30 000 € les années précédentes. Vous voyez comment on a récupéré plus. Et sur l'Aiguillon, on ne sait pas encore, mais on va faire attention que sur les deux villages fondateurs, on perçoit bien ce qui nous est dû. Voilà. Alors, l'article 7 du quoi dit que sont exonérés de la taxe de séjour les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, et puis les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 10 € par nuit, quel que soit le nombre d'occupants. Les dates de déclaration et de paiement sont fixées pour la taxe de séjour au réel selon les modalités suivantes. Alors, les logeurs concernés par la taxe de séjour au réel devront spontanément procéder au versement de la commune à la commune des produits de taxe de séjour collectés selon le calendrier suivant, avant le 31 mai pour la période du 1er janvier au 30 avril, avant le 31 octobre pour la période du 1er mai au 30 septembre et avant le 30 janvier de l'année suivante pour la période du 1er octobre au 31 décembre. Alors, lorsqu'un hébergeur ne déclare pas la taxe de séjour, la commune pourra émettre un avis de taxation d'office motivé. La collectivité procédera également à un contrôle de déclaration des hébergeurs sur les supports numériques ou autres supports qu'on pourrait avoir. Et je rappelle que la loi de finances pour 2019 avait renforcé les sanctions pour les manquements suivants. Alors pour l'omission ou l'inexactitude constatée dans la déclaration, c'est 150 € par défaut. Ça ne s'arrête pas là. La tenue inexacte, incomplète ou le retard dans la production des tarifs récapitulatifs, c'est une peine d'amende qui peut aller de 750 € à 12 500 €. Et puis l'absence de perception de la taxe sur un assujetti, c'est une peine qui va de 750 € et là aussi à 12 500 €. Et puis l'absence de reversement du produit de la taxe de séjour, c'est une peine d'amende qui va de 750 € à 2 500 €. Cette délibération aura effet le 1er janvier 2023 et sera transmise pour affichage aux propriétaires et aux gestionnaires de tous les établissements mentionnés dans l'article 2. Et j'autorise à prendre toutes, je demande d'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires et à la mise en œuvre de cette taxe et effectuer des contrôles par des agents assermentés bien évidemment, et ou des agents nommés par les soins auprès des différents établissements énumérés à la liste 2 que j'ai citée tout à l'heure. Voilà, je vous propose, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous propose? Alors, je vois deux questions. On va choisir les dames d'abord.
Est-ce que l'aire de camping-car, à côté du skatepark, va être assujettie à la Oui. taxe de séjour? Il y aura un agent qui sera chargé de venir récupérer l'argent? Parce que l'an dernier, Un agent qui. Non, C'est l'air camping-car qui, en fait, les agents qui les reversent. Ah, c'est déjà passé à... C'est le même principe, c'est-à-dire que ce soit pour un hôtel, un hébergeur, quel que soit l'hébergeur en fait, un collectif ou pas, c'est lui qui la collecte en fait, qui nous la reverse. Question d'actualité. Est-ce que les gens du voyage sont sujets Ah, à la taxe de séjour? A priori, oui. Bah oui. A priori, oui. Qui s'installe sur oculaire. Il s'installe. Pas d'autres questions? Je vous propose d'approuver les conditions d'application de la taxe de séjour sur le territoire de la Presqu'île, énoncées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les tarifs ainsi que les exonérations devront être aussi approuvées à partir du 1er janvier 2023. Je demande aussi de m'autoriser à notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Juste pour mémoire, on avait à peu près les mêmes taxes l'année dernière, les guillons et la faute. De mémoire, la faute était à 4,55 en moyenne. Les guillons étaient à 5 et en fait la différence c'était les 10% du département. D'un côté c'était intégré, de l'autre côté c'était brut. C'était net, donc voilà, en fait on était absolument aligné. Délibération nouvelle, c'est la délibération qui nous propose de renoncer aux pénalités, enfin qui nous propose de renoncer aux pénalités de retard sur le marché de travaux de la maison de santé. Alors, je rappelle que la construction de la maison de santé a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du CIVOM. Depuis le 1er janvier 2022, la création de la commune nouvelle a transféré tous les droits, et notamment les opérations financières du CIVOM, à la nouvelle commune. Aussi, considérant que la date de démarrage du chantier de la maison de santé de l'Esper a été notifiée le 7 janvier 2019. Considérant aussi que la phase préparatoire des travaux au CCTP était de 2 mois et devait se terminer le 7 mars 2019. Considérant de plus que la durée du chantier prévu au CCTP était de 11 mois et devait se terminer le 7 février 2020, et considérant que la situation liée à la pandémie Covid-19 autorisait de droit une prorogation du délai des marchés publics de 4 mois et 11 jours, le délai de fin de chantier a été reporté au 18 juin 2020. En raison des difficultés d'approvisionnement et des règles contraignantes de mise en œuvre des chantiers, il a été constaté que les entreprises ne pouvaient pas assurer à l'époque la livraison des travaux dans les délais prévus au contrat. C'est pourquoi le CIVOM a dû faire des prorogations de délai jusqu'au 18 juin 2021, afin que la livraison définitive de ce projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Toutefois, les conditions réglementaires dans les clauses administratives des marchés publics imposent des pénalités de retard. Et elles imposent des pénalités de retard à ces entreprises. Aussi, il y a lieu, il me semble, de renoncer à l'application des pénalités de retard, puisque ces entreprises seraient pénalisées en raison de faits qui nous concernent nous, dont on est générateur, et pas du tout les entreprises. Elles sont absolument pas responsables. Et c'est pour ça que je vous demande de renoncer à l'application des pénalités de retard pour l'ensemble des lots du marché de travaux pour la construction de la maison de santé et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Et du coup, récemment on parlait de malfaçon, est-ce que tout est en ordre maintenant? Est-ce qu'il y a encore des choses en cours? Je ne sais pas ce qu'il en est en fait. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que là, on parle des pénalités de retard. Juste, On est un peu containerisé sur cette locale, où franchement, elles ne peuvent pas être punies pour des responsabilités qu'elles n'ont pas prises. Pour le reste, s'il y a encore des sujets, effectivement, et tu as raison d'en parler, où il nous faut rater la
les entreprises à finir ce qu'ils font, parce qu'elles n'ont soit pas fini de faire bien, soit de mieux faire. Mais c'est pas fou. La question de savoir si cette décision constitue un précédent pour être évoqué dans d'autres chantiers, que ce soit ici ou ailleurs, où effectivement il y a des conditions assez particulières pour que l'on puisse plaider une application particulière. Les conditions particulières, d'abord c'est pas précédent, il y a beaucoup de communes qui le font, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se voient être contraintes de payer des pénalités qu'elles ne devraient pas payer, mais voilà, tout le monde ne propose pas ce que je suis en train de vous proposer. Mais à l'heure où les entreprises ont besoin de continuer à tourner, à l'heure où les ménages ont besoin d'avoir des emplois, je trouve assez, en tout cas, ça ne va pas dans le sens de la collectivité que d'agir en pénalisant des entreprises qui ne sont pour rien, et forcément, ça impactera les emplois dans ces entreprises. Et au final, on a travaillé avec des entreprises locales, ça impacte nos étudiants. C'est complètement délirant d'appliquer des pénalités. Mais c'est une proposition que je vous fais. Est-ce qu'il y a d'autres prix? Donc on connaît le montant, ces pénalités, je pense. Non, c'est pas très élevé, c'est pas sur des sommes importantes. La question, c'est que la mise en place de la pénalité de retard impose donc de nouveaux modes de règlement pour lesquels en fait on va se retrouver à prendre nous du retard à l'inverse sur les demandes de subvention et sur lesquels on est en attente d'avoir soldé ce qu'on appelle les 5% de retenue de garantie qu'on fait en début de chantier, qu'on doit leur rendre aux entreprises. Les pénalités de retard sont bien inférieures aux 5% qu'on leur donne. Et on cherche avant tout, alors non pas à solder des questions de malfaçon ou des questions de garantie décennale ou des questions de parfait achèvement, mais simplement des petits sujets de pénalité qui ne sont pas très importants. Est-ce que tu peux me rappeler les montants en fait, si vous les connaissez, c'est sur les montants, c'est sur les 5% des pénalités, sur les pénalités. Oui, ça c'est bon. Ouais, en fait, on a acheté 5% sur les 5%. Moi, de toute façon, ce qu'on va aller chercher comme subvention, je rappelle aussi que le préfet nous a téléphoné vendredi soir pour vous dire que là aussi, il fallait qu'on se presse récupérer nos subventions. Donc à la fois, il y a une détermination, une dominance par rapport aux entreprises, et à la fois, il ne faut pas se tirer dans l'empire. Non, mais de toute façon, ils ont eu du retard parce que leurs chantiers ont été désorganisés à cause du Covid. Ouais. Les équipes ne pouvaient pas travailler, deux entreprises différentes ne pouvaient pas travailler sur le même chantier. Il y avait des malades, ils étaient en confinement ou ils étaient chez eux. Donc les équipes. Ce qu'on voit partout. Ce qu'on voit partout. On va voir à cette époque-là. Mais... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous propose de soumettre au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, je vais passer la parole à Josiane, puisqu'on va parler du vote des subventions pour l'année 2022, les subventions des associations. Josiane. À chaque fois qu'on va parler, alors je ne sais pas comment tu veux faire, Josiane. Ce que je te propose, c'est peut-être de dérouler l'ensemble des subventions. Si quelqu'un a une question, il pose sa question ligne par ligne, mais on vote tout à la fin. Sauf si... Ah non? Subvention par subvention, bah c'est vrai, parce qu'en plus on a des... Bon, alors on va les voter une par une. Super. Et je vous demanderai pour ceux qui sont dans l'association pour laquelle on vote, de sortir. Voilà. Alors, Ah oui, non, il n'y a pas comme ça. nous allons commencer par la pétanque Fautès.
cet ordre-là qui fait. Je peux les nommer. Donc, je recommence. L'amicale des sapeurs-pompiers, 500 €. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Juste une question, on n'a pas ce qui avait été donné à chaque fois l'année d'avant et l'année d'après. Enfin non, c'est le tableau que tu as envoyé de toute façon. Ouais, là, il y a rien. On en a plus compte. Hein. Oui, j'imagine. L'Union nationale des combattants, 400 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. La MJC, 4500 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le foot, l'USMT, 500 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Les cocardies, 400 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Vents et marées, 1000 €. Qui s'abstient? On peut nous préciser ce que c'est? Alors, Vents et marées, c'est l'association de char voile. Associatif. Donc 1000 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Le club de gym Fautet, 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'association du golf de la Presqu'île, 100 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Atlantic Sliders, 500 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. La pétanque fautaise, 1000 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le CNAF, 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Le CRAF, Club des retraités, 400 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'ensemble vocal Océane, 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. RAZED, c'est une association à but d'entraide scolaire, 200 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'association le club de la Boule en Bois, 200 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Le syndicat de chasse intercommunal, 100 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le comité des fêtes des Guyonnettes, CANAP, 750 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'entente fautaise, 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé.
Le Ninja Pool Billard, 200 €. Billard, de la faute. De la faute. Ça s'affiche pas. Pour 200 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Le volet Aiguillon Club, 200 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'écho du Pertuis, 500 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Alpha, 500 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Weekend Roller, 1000 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Olivier? Les amis de l'école de la faute, 150 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. L'APE, c'est l'association de parents d'élèves de l'Aiguillon, 300 €. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé. Merci Josiane. Il faut enlever lors du vote tout à l'heure pour Cala, on enlève la voix que tu portes de Dolores. Ah oui. Et Josiane, tu étais membre du bureau. Je suis membre du bureau aussi. Donc il faut qu'on la revote. Je vais la faire voter. C'est ça. Laurent, si la toute première amicale c'est pas compris, moi, moitié là. Bon alors on va aller au bureau. Tu étais dans le bureau? Non, je suis pas dans le bureau, mais je suis là. Ça va, donc on va voter. Voilà, Josiane, je vais te demander de quitter le conseil momentanément. Alors, je vous propose de revoter la subvention pour Calade, qui est d'un montant de 750 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Josiane, tu peux revenir. Josiane? Non, je vais faire le micro. Prochaine délibération, on évoque la convention de partenariat avec Synergie Événements. C'est Josiane qui porte aussi cette délibération. Synergie Événements, je vous rappelle que c'est l'organisation du triathlon de Léon-la Pasquine. Je vous présente la convention de partenariat avec Synergie Événements concernant l'organisation du triathlon de l'Aiguillon-la Presqu'île. Compétition de dimension nationale. Le coût prévisionnel de la manifestation pour l'organisateur est depuis des années d'environ 150 000 €. La commune participera à hauteur de 18 500 € par la valorisation des actions suivantes: la mise à disposition d'infrastructures municipales, la mise à disposition du personnel municipal et la mise à disposition du matériel municipal. Il vous est donc proposé d'approuver la convention avec Synergie Événements pour l'organisation du triathlon de l'Aiguillon-la Presqu'île et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention avec Synergie Événements.
Qui s'abstient? Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Approuvé. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Prochaine délibération, l'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation du droit de chasse sur le domaine communal. Alors, c'est une délibération courte. Je vais laisser Jean-François vous montrer la carte et le plan. C'est pas ce document. Vous allez voir, c'est quelques parcelles. Il y a une convention municipale qui a été signée en 2018 entre la commune de L'Aiguillon-sur-Mer et le syndicat intercommunal de chasse de l'Aiguillon-La Faute-sur-Mer concernant l'exploitation du droit de chasse sur des parcelles. Vous allez voir qui sont désignés. Ah oui, d'accord. Okay. Et par avenant, je vous propose d'intégrer 5 nouvelles parcelles communales. Donc c'est la AM119, AM120, AM121, AM128 et AM509. Vous voyez que ce sont des bandes. Si vous voyez bien d'ailleurs, mais ce sont des bandes, des couloirs en fait, dont on ne fait rien. Et l'idée est que cet avenant soit inscrit afin que les chasseurs puissent y passer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une association qui existait avant. Non, c'est la faute, L'Aiguillon-La Faute. Et ce sont des parcelles agricoles, c'est ça? C'est des terrains... Je crois qu'elles le sont pas. Non, ce sont des parcelles privées. Enfin, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de maison. Non, non, il n'y a pas de maison, il y a une maison là-bas. Avec des enfants. Non, c'est pas exploité, c'est des... En fait, les parents s'étaient habités, mais suite à une cimetière, c'était rasé. C'est barré. Oui, voilà. Et par contre, la question que je me pose, c'est par rapport à l'emplacement de l'herbe du camping-car. On est dans le secteur. Donc il faudrait savoir si demain, une fois que le projet est lancé, est-ce qu'on peut revenir sur cet avenant pour ne pas qu'il y ait de soucis entre guillemets. Oui, tu as raison. Je crois que... C'est ce que tu peux le ressortir. Peut-être, je l'ai peut-être. Je l'ai aussi. Ouais, je l'ai. La durée, voilà. La présente convention est valable pour une durée de 10 ans, c'est pas ça. Voilà. La chasse ne sera plus autorisée sur l'emprise des parcelles indiquées à l'article 1er du présent avenant, projet de l'aire du camping-car des Gats-de-Beauce, dès que son aménagement aura débuté. Il n'y a pas de remise en cause de toute la convention, mais juste des parcelles de l'aire du camping-car. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Prochaine délibération, c'est Jean-Michel qui va nous parler du comité social territorial et de sa composition. Alors donc, le renouvellement général des représentants du personnel dans les instances paritaires interviendra le 8 décembre 2022 afin d'élire les nouveaux membres qui siégeront au comité social territorial et vu le Code général de la fonction publique, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 32 et suivants, vu le décret 21-571 du 10 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, considérons que la consultation des organisations syndicales est intervenue donc le 5 mai 2022, soit plus de 6 mois avant la date du scrutin, et considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires
du personnel au CST est de 56 agents. Donc, avant le 1er janvier, les deux communes étaient adhérents au centre de gestion, donc avaient un comité technique départemental directement au centre de gestion. Depuis le 1er janvier 2022, donc avec la création de l'Aiguillon, la Presqu'île, le nombre d'agents titulaires est donc de 56 agents, raison pour laquelle, au-delà de 50, il faut créer un comité social territorial, ce qui est notre cas. Donc, on vous demande, après en avoir délibéré, donc de créer ce comité social territorial, également de fixer le nombre de représentants titulaires à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, puisqu'on est dans la strate des communes entre 3 et 5 titulaires, et donc le bureau qui s'est réuni, on a parlé, a souhaité que 4 titulaires puissent siéger à ce comité social territorial. Ensuite, donc de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 4, instaurant ainsi le paritarisme numérique. De décider le recueil par le comité social technique de l'avis des représentants de la collectivité, puisque ce n'est pas non plus une obligation de la loi. C'est-à-dire que le comité social territorial peut se réunir sans pour autant que les élus puissent donner un avis sur le sujet. Bon, ce qui serait un petit peu dommage en tous les cas pour le personnel que les élus ne donnent pas d'avis sur des sujets qui concernent le personnel. Voilà pourquoi on a souhaité que l'avis en tous les cas des représentants de la collectivité soit prise en considération. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui vote? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, la délibération suivante, donc c'est pour autoriser l'autorité territoriale à rester en justice en cas de contentieux lié aux élections professionnelles. Donc, le renouvellement des instances paritaires, comme je vous l'ai indiqué, interviendra le 8 décembre 2022 afin d'élire les représentants du personnel qui siégeront au sein du comité social territorial. Donc, vu la loi 84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et leur établissement public, puis le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2121-29, considérant qu'il importe d'autoriser le président ou le maire à défendre les intérêts de la collectivité dans cette affaire, et considérant le fort risque contentieux qui découle des opérations électorales, donc après en avoir délibéré, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à représenter la collectivité pour tout litige relatif aux élections professionnelles, donc du comité social territorial du 8 décembre 2022, et à faire appel à un avocat en cas de besoin. De décider d'inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au titre des frais d'honoraires et d'actes contentieux. Avez-vous des questions sur le sujet? Souhaitant évidemment qu'on n'ait pas de recours pour ces premières élections au comité social territorial, on va faire en sorte que ça soit bien organisé pour qu'il y en ait bien sûr. Vous avez des questions sur le sujet? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. On passe à la création, enfin une délibération qui va parler de la création d'un périmètre d'intervention foncière, Conservatoire du littoral, sur la pointe de l'Aiguillon, commune de l'Aiguillon, la Presqu'île. En fait, c'est un projet extrêmement important. L'idée est de repartir sur une renaturation de la pointe de l'Aiguillon et d'en faire un site d'envergure nationale, parce qu'il l'est déjà, mais on voudrait le valoriser, et pour ça, on va travailler avec le Conservatoire du littoral. C'est un dossier qui a été porté par l'équipe municipale de l'Aiguillon-sur-Mer, qui c'est un travail ambitieux, enfin, voilà, j'avance. En fait, le Conservatoire du littoral, c'est un établissement public de l'État, et il a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur, en partenariat avec les collectivités territoriales, les espaces naturels côtiers, estuariens ou lacustres d'intérêt idéologique, paysager ou culturel. Alors la pointe de l'Aiguillon, on peut dire qu'il y a 5 points qui sont à noter. Le premier, c'est que la pointe de l'Aiguillon constitue une flèche sableuse située en rive gauche du fleuve le Lay, et elle présente tous les faciès des habitats estuariens et du nerf atlantique. Elle abrite des espèces protégées d'intérêt
nationaux, mais aussi d'intérêts européens. Et elle constitue aussi un site privilégié pour observer la migration des passereaux à l'automne, l'hivernage des limicoles et anatides en hiver. Alors, vous savez tous ce que sont les limicoles. Qui ne sait pas? Ah, il y a des gens honnêtes. Mais il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent là-bas. Alors, les limicoles, c'est quoi? C'est des petits échassiers du sous-ordre des chardries. C'est ça? Ah, voilà. Non, mais en fait, on y retrouve les échasses, les avocettes, les vanneaux, les bécassines, les courlis. Et il y a 216 espèces. Il fallait le savoir. Les limicoles, on en a plein. Vous voyez que c'est hyper important. Et puis alors, je vous ai parlé des anatides, tidés. Vous savez ce que c'est? Les mêmes. Ok. Alors il y a 165 espèces d'anatidés. Et en fait, ce sont les oies, les cygnes, les canards, etc. Voilà. Et donc, justement, on a cette chance, c'est que dans cet éclat naturel, on y retrouve toutes ces espèces en hiver. Et aussi la reproduction d'espèces emblématiques comme le gorge bleu à miroir et le gravelot à collier ininterrompu. Ça, c'est le premier point. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est essentiel en Europe. Deuxième caractéristique de cette pointe, c'est qu'elle est située en partie sur le domaine public maritime, donc le DPM, sur des terrains appartenant à l'État et en partie sur des terrains privés. Et la pointe fait par ailleurs l'objet sur sa partie dunaire principale d'un arrêté préfectoral de protection du biotope, ce qu'on appelle l'APB, depuis 1998. Il y a eu des actions de canalisation du public, de restauration et de gestion des milieux qui sont menées par le parc régional du Marais Poitevin et aussi par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, en coordination avec la commune. Troisième point particulier, c'est que la pointe constitue également un espace très fréquenté par le public. Une route permettant d'emmener les véhicules jusqu'à son extrémité, vous la connaissez, et ces derniers, parmi le public, ils stationnent de façon plutôt anarchique, vous le savez, sur un espace physiquement très dégradé. Quatrième point, la pointe a été particulièrement touchée lors de la tempête Xynthia en 2010, et l'État a délimité un secteur, dit les Sablons, une zone de solidarité de 70% des biens au sein de cette zone de solidarité ont été acquis à l'amiable par l'État, et les autres biens, éligibles ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation, ont été acquis et puis déconstruits par l'État. Et au sein de cette zone, un certain nombre de terrains naturels non construits ne seront pas acquis dans le cadre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds FPRLM, et continue, c'est le fonds marin, et constitue donc des enclaves privées au sein de cet ensemble foncier, et ça a fait une sorte de mitage. Sixième point, plusieurs digues classées sont présentes sur la pointe et permettent de protéger les enjeux humains et agricoles situés en arrière. Le syndicat mixte bassin du lait, SMBL, dont on fait tous les deux parties, et dont toi tu vas devenir le vice-président. Le vice-président. Hein je disais en fait, il est le gestionnaire du syndicat, il a la charge de construire et d'entretenir. Oui, en fait, on se refile nos mandats de temps en temps. Voilà. Il n'y a pas d'indemnité, je me rassure. Non, il n'y a pas d'indemnité. Non, si. Ah si. Ouais, c'est une bonne Si, nouvelle. non, il y a des indemnités, sauf que, avec toi, je les ai refusées. Voilà. Je suis désolé pour toi, Jean-Michel. Je pense pas qu'ils vont. Mais à l'époque, je les ai refusés, j'ai fait le palais comme un refus. Oui. Et donc, oui, je disais que la SML, le syndicat mixte bassin du lait, a la charge de construire et d'entretenir les ouvrages de protection contre la mer, et on a la charge justement de s'occuper des digues qu'on retrouve sur la pointe de l'Aiguillon. En tant que gestionnaire, il met en œuvre toutes ces obligations réglementaires imposées par des arrêtés préfectoraux de classement, d'entretien. Il surveille les ouvrages, comme je vous le disais, il effectue aussi des travaux de confortement
de ces derniers en cas de besoin, ou pas toujours, parce qu'en ce moment il ne le fait pas, pour des raisons financières, ce que Jean-Michel et moi refusons. Et c'est pour ça qu'un courrier part cette semaine, demain, à ma signature, au préfet, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Cohésion des Territoires, à la SMAC et au président du syndicat, parce que nous n'acceptons pas, Jean-Michel et moi, et j'espère que vous êtes comme nous, qu'au nom de sujets financiers qui ne nous concernent pas, on nous explique qu'on ne fera pas les travaux sur une porte et un barrage qui est censé s'ouvrir et se fermer à chaque marée, et qu'on nous annonce qu'en fait, cet ouvrage est défaillant. Et un ouvrage défaillant, c'est extrêmement risqué, puisque c'est de l'eau juste à l'arrière de l'aiguillon. Donc il n'y a pas de, pour le moment, de péril, mais voilà, on entretient cette pression et on veut que les travaux soient faits. Vous avez un truc à rajouter ? Il n'y a pas de chose à rajouter, donc plusieurs digues, ils sont là-bas sur le site, et c'est le 6e ou 5e point dont je voulais vous parler. Alors le Conservatoire du Littoral travaille depuis plusieurs années aux côtés de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, et en partenariat étroit avec le PNRMP, l'OFP et le SNDL, et les services de l'État, à la définition d'un projet de requalification paysagère et écologique de la pointe, de réorganisation des stationnements, de réorganisation des flux et de valorisation touristique durable de long terme. Un schéma d'intention paysagère a ainsi été conjointement réalisé par le Conservatoire du Littoral et la commune en 2021, en associant un ensemble large de partenaires et d'usagers du site, qui sera mis encore la semaine prochaine. Et ce programme a été partagé et validé par les élus de l'Aiguillon en 2021 et est aujourd'hui présenté aux élus de la commune nouvelle. Alors, les principaux objectifs de ce projet sont vraiment imbriqués. D'abord, c'est organiser un accueil du public digne de la qualité du lieu. Alors comment ? Eh bien, en prévoyant la localisation des stationnements, des belvédères et des cheminements en cohérence avec les enjeux du site. Et une interprétation pourra raconter l'histoire du site et concerner la découverte des paysages, des activités humaines, de la faune et de la flore. Ce programme devra être compatible avec les opérations de protection contre les inondations et de submersion marine portées par les collectivités. Deuxième objectif, mais il n'y a pas de deuxième, c'est tout en même temps, c'est poursuivre la restauration, la valorisation et la gestion des habitats naturels du site par des aménagements légers et des espaces naturels de la pointe, et par ailleurs limitrophes de la réserve naturelle. C'est aussi redonner un avenir au terrain de la zone de solidarité des Sablons par une reconquête et une mise en valeur écologique, paysagère et touristique. C'est enfin conforter les activités agricoles en assurant notamment des accès fonctionnels aux zones de travail maritime et terrestre et aux abords de la ferme de l'Aiguillon. Et Didier a beaucoup travaillé à une bonne idée lors du dernier COPE. Pour permettre cette mise en œuvre de ce projet et assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux qui seront nécessaires, le Conservatoire du Littoral doit engager une procédure de demande d'affectation des terrains d'État, partie dunaire du DPM, et terrains acquis par l'État sur le secteur des Sablons. Alors sur ce secteur, plusieurs parcelles privées continuent par ailleurs encore à être des dents creuses pouvant limiter le réaménagement et la gestion du site. Et les parcelles devront être acquises à terme par le Conservatoire du Littoral. Et afin de permettre une action foncière cohérente du Conservatoire du Littoral sur la pointe, il convient donc d'autoriser la création d'un périmètre d'intervention foncière du Conservatoire du Littoral afin qu'il puisse procéder à l'acquisition à l'amiable des parcelles dont les propriétaires seraient vendeurs. Par ailleurs, afin de faciliter les acquisitions des parcelles naturelles sur le secteur des Sablons, donc c'est une zone, je rappelle, N du PLU, donc nature, naturelle, et c'est une zone rouge du plan de prévention des risques, eh bien la mise en place d'une veille foncière paraît indispensable.
Des ventes de terrains de loisirs sont en effet toujours constatées sans qu'aucun outil foncier ne permette d'intervenir. Et la mise en place d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles paraît donc indispensable pour l'efficacité de l'opération à mener. Et comme cela, et d'ailleurs aujourd'hui le cas sur la pointe d'Arcet en face, notamment dans le secteur du Havre, avec un retour d'expérience que nous connaissons positif, puisque systématiquement, lorsqu'il y a l'idée d'une cession d'une parcelle de terrain à la pointe d'Arcet, c'est le Conservatoire du littoral qui se porte acquéreur. D'ailleurs, son deux temps, c'est généralement, on nous le demande, nous, mairie, et ensuite département, et ensuite conservatoire. Une telle zone de préemption ne peut être créée qu'après délibération de la collectivité locale, puis du département, la partie prenante. Alors je demande au conseil municipal d'émettre un avis favorable aux intentions de restauration et de valorisation définies dans le schéma d'intention paysagère établi collectivement, et qu'il y soit associé pour l'ensemble des étapes de définition et de mise en œuvre de ce projet. Je demande aussi au conseil municipal de demander la réalisation d'un aménagement permettant un accès aux terrains agricoles sans conflit d'usage avec la circulation piéton et l'installation du parking au niveau de la Grande Jetée. Je lui demande de souhaiter que le projet d'aménagement anticipe à proximité de l'exploitation existante de la pointe une éventuelle installation agricole de type maraîchage ou petite production végétale permettant de valoriser un ou des produits locaux et d'émettre un avis favorable à l'intervention du Conservatoire du littoral sur la pointe de l'Aiguillon, conformément au projet d'acquisition et d'affectation du domaine de l'État par le Conservatoire du littoral dans ce secteur. Et enfin, je vous demande de me permettre de solliciter le département pour étudier la mise en place d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le secteur de la zone de solidarité des Sablons, afin que tout cela nous permette d'avoir un site sur la pointe de l'Aiguillon qui soit un site à dimension éco, touristique, agricole, renaturé, et que cet écrin devienne un site national dans les années qui viennent, puisque ça demande des financements très importants que la commune ne pourrait pas porter seule. Enfin, c'est inimaginable puisqu'on parle de plusieurs millions d'euros. C'est tout un programme d'aménagement qui va être créé pour faire de... Vous savez, il y a des endroits comme en Bretagne, vous allez au Cap Fréhel, à Erquy. Quand on va au Cap Fréhel, on sait qu'on arrive dans un endroit naturel et tout va bien. Il faut que ce soit la même chose dans le sud Vendée, qu'on vienne à la pointe de l'Aiguillon parce que c'est un écrin extraordinaire. Et on peut imaginer des tas de choses, des visites à cheval, à vélo. Voilà. Donc tout ça va se faire, si vous en êtes d'accord, avec le Conservatoire du littoral, avec la commune, avec l'OFB, avec le parc, avec l'État, avec des tas d'acteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Didier. Je voulais juste ajouter à ce que tu peux me dire, c'est que ce n'est pas Didier Blair qui a travaillé, c'est bien l'équipe, la commission qui est en place, que je déteste qu'on mette comme ça en avant. C'est vraiment un travail de groupe qui est mis en place et on a travaillé depuis 2021 sur ce projet-là avec beaucoup de questions en lien avec le monde professionnel, que ce soit marin ou agricole, essayer de trouver des solutions qui soient du gagnant-gagnant en lien avec ce projet. Donc c'est un projet qui avait été présenté dernièrement au mois d'avril ici par le Conservatoire du littoral, qui avait été retravaillé au sein de la commission. C'est pour ça qu'il faudra apporter en pièce jointe, je pense, le plan qui est derrière avec les modifications que la commission a apportées, donc bien positionner le parking, les chemins agricoles, parce que... En fait, il faudra zoomer. Ouais, c'est ça. Les chemins agricoles et l'espace maraîcher. Et je voulais aussi rajouter, j'imagine qu'avec un COBIC qui sera en place sur ce projet-là, il y aura des membres du conseil qui seront bien sûr intégrés, qui conviennent de ce point de vue. Bien sûr. Par rapport à ce projet. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe, tous les conseillers qui ont travaillé sur ce dossier-là,
Parce que sans eux, on ne serait sûrement pas arrivé à une situation comme elle est aujourd'hui. Donc, merci de votre travail ici. Merci Didier. Bon, j'avais pas pensé que tu avais travaillé tout seul, j'avais juste dit que tu avais eu une bonne idée sur le chemin la dernière fois. Hein. Mais la prochaine fois, promis, je fais plus de copie. Il n'empêche que c'est quand même toi qui as trouvé l'idée. Alors ça n'empêche pas que tout le monde a travaillé, et ça c'est bien, c'est l'intérêt des commissions, c'est l'intérêt du travail municipal, c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire porter des projets qui sont dans des dimensions qui nous dépassent et qui dépassent notre mandat. C'est tout l'intérêt justement d'un mandat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors c'est pas une question, s'il y en avait une quand même, il ne faut pas oublier, c'est ce que tu as dit, de faire une focale sur le chemin, sur la carte associée. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au voix? Je vais mettre au voix. Pas de questions. Eh bien, je vous propose de voter pour. Qui est pour? On a l'unanimité, eh bien c'est tant mieux et bravo. Merci pour le territoire, merci parce que c'est une très très bonne chose. C'est plusieurs, je répète, hein, ça sera très structurant pour le territoire et pas seulement pour notre commune, mais je pense vraiment pour la communauté de communes et pour le Sud-Vendée. Alors, deux choses que je voudrais rajouter qui n'étaient pas au programme du conseil municipal, mais qui ne sont pas des délibérations, ce sont des informations. La première, rappeler, et je vois Eric qui est là-bas, la presse est là, pour l'Est de France, c'est rappeler à nos habitants qui sont dans une commune extrêmement particulière. Alors ils le savent déjà, j'en rajoute une. Nous allons bientôt aborder les élections législatives. Les Aiguillonnais et les Fautais ne voteront pas pour la même circonscription. Les Fautais voteront pour la circonscription 2 et les Aiguillonnais voteront pour la circonscription 5. C'est important de le dire et de le redire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a pas de question, c'est clair? Il n'y a pas de question. Le deuxième point, c'est que nous avons mis en place un numéro unique pour la commune nouvelle. Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que vous pouvez faire le numéro de téléphone l'ancien numéro de téléphone qui existe toujours de Lyon-sur-Mer ou l'ancien numéro de téléphone de la mairie de la Faute-sur-Mer. On arrivera au même endroit et ça permettra plus de fluidité dans les services puisque on n'aura plus deux accueils téléphoniques qui rendaient les choses assez compliquées pour les réclamations, pour les demandes, donc on centralise. Et une chose est extrêmement intéressante pour une partie de nos habitants qui n'avaient pas forcément accès aux services publics l'après-midi. Pour ceux que ça concerne, sachez que maintenant, à partir de quand? À partir de jeudi, on va dire à partir de la semaine prochaine, il y aura des bugs jeudi, hein, c'est toujours comme ça, mais à partir de la semaine prochaine, si les bugs ont été réparés de jeudi à vendredi soir, chaque habitant de l'Aiguillon-la-Presqu'île pourra appeler les services publics l'après-midi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un service supplémentaire ou complémentaire. Et donc il y a trois accès hein, quand vous ferez les numéros maintenant, c'est soit on tombera directement sur, soit un c'est commune de l'Aiguillon, soit deux commune déléguée de l'Aiguillon, soit deux communes déléguées de la Faute-sur-Mer, soit trois l'Urbain, Nice. Voilà. Et bien c'est tout. Je n'ai pas d'autres sujets à traiter. Si ce n'est que vous dire que Jean-François me rappelle que le prochain bureau sera le 31 mai et que vous pouvez déjà le noter dans votre... Ah oui, il y a eu un changement, c'est ça? Le 24, donc il sera le 31. On fixera très très vite la date du séminaire parce qu'il y a des sujets que j'aimerais qu'on traite en séminaire. Nous aiderions qu'ils soient traités en séminaire. Ce sont des sujets importants. Donc on vous donnera la date très rapidement. Oui. Voilà, par rapport à la distribution des chocolats. Oui. Isabelle est en train de travailler sur la liste des lots restants à distribuer. Ça
serait bien que les gens qui se rendent disponibles puissent donner une petite liste à chacun pour pouvoir les déporter. Parce qu'il en reste quand même pas mal. Il en reste combien sur ta liste? Alors, il en restait au départ 375. Et là, bon, on a fait des distributions de personnes, on est en train d'en faire. On est arrivé à 275, je comprends encore une centaine, mais là, on va rester encore. Donc là, tu parles sur le territoire guyanais? Oui. Ok. Et collègues sur la faute, il en reste une centaine, c'est ça? Bon, il en reste, oui, certainement quand même une centaine. Bon, bah, il faut aller les porter aux gens. Il faut faire une équipe. Voilà, il faut faire des listings et aller les porter aux gens. Vous vous occupez de faire la découpe? Très bien. Il y a des gens qui n'ont pas osé aller les chercher. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas osé. C'est interdit de distribuer en plein après-midi. On peut le faire le matin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres questions? Il y a une liste de 126 communes prioritaires qui ont été mises face à l'érosion. Bon, bien entendu, enfin, je ne sais pas si c'est un problème que l'aiguillon la presqu'île ne soit pas dedans, ou elle sera demain. Ça m'a surpris que certaines par ici, quand on voit surtout des stations importantes qui ont été mises dedans, que l'érosion. Alors, justement, c'est ça qui est assez intéressant parce que nous sommes ici marqués par l'histoire, mais on n'est pas marqués par l'érosion. C'est-à-dire que l'érosion du trait de côte chez nous, ben, ça ne nous concerne pas, on a même de l'accrétion, c'est ça notre problème des fois. Alors c'est pas parce que la belle oreillette, de temps en temps, l'eau rentre, que pour autant c'est l'érosion. C'est un mouvement naturel qui existe depuis à peu près 2 siècles, et qui peut être sur des cycles de 15 à 35 ans. Tous les ans, à la Pointe d'Arcet, on prend 30, voire des fois, en 2014, on a presque pris 100 mètres. L'aiguillon n'a pas non plus d'érosion. Quand on regarde, il n'y a pas d'érosion. Donc on n'est pas concerné par ça. Par contre, des communes plus au nord le sont. Alors, l'érosion n'était pas si claire que ça, mais après, c'était une volonté de faire partie ou pas de cette liste. Nous, on a considéré que tout pendant qu'on ne savait pas à quoi on s'exposait, d'abord, on ne nous a pas proposé d'y être, pour que vous sachiez, c'est pas une volonté d'être maire, de dire non, on n'y va pas. Mais en plus, on s'est dit que tout pendant qu'on ne savait pas à quoi on s'exposait en y étant inscrit, on attendait d'en avoir un peu plus. Parce qu'on commence à voir des documents qui arrivent qui parlent d'expropriation. Donc, moi, je veux savoir que, ok, pourquoi pas, si on doit être exproprié, pourquoi pas, mais avec quel argent, d'où viendra l'argent, quelles conditions. Voilà. C'est une décision qui a été faite à l'arrache sur. Je crois me rappeler qu'elle a été proposée au mois de juin, on nous a demandé de répondre le 14 juillet, on a refusé. On a refusé, on a dit, c'est pas une décision comme ça. Donc la tranche s'est positionnée, mais je crois qu'eux n'avaient pas le choix. Eux n'ont pas eu le choix. C'était une liste obligatoire. C'est revu tous les 9 ans, il me semble. Oui, enfin, ça va être très certainement plus tôt, mais voilà. Les décisions, on a toujours vu que les décisions qui manquaient de sang-froid finissent mal. Mais c'est une bonne question. S'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je ferme la séance. Et je vous souhaite une belle soirée. Et, deux informations diverses, c'était ça, c'était les élections législatives avec 2 circuits différentes, donc ça ne change pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour après. Hein. On aura 2 députés. Ah, ça c'est sûr. Non mais je ne sais pas pour les prochaines élections, je ne sais pas. Ah ben oui. Non, on ne peut plus rester 2 fois. On a 2 députés. Oui. Il est utile de dire un mot sur les départements battus. Ah oui, oui alors je vais vous parler des battus des sangliers. Depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, des femelles sangliers avec leurs petits se baladent gentiment. Ah mais attends, mais j'ai se baladent gentiment avec leurs petits comme ça. Moi je les ai vus, donc c'est une réalité. Elles sont à peu près 3 ou 4 et elles ont entre 7 et 8 petits.
tous les matins, le circuit est le même, ça sort de la plage, de l'accès 17, ça passe par l'aire de camping-car, et puis après ça se diffuse jusqu'à tout le sud de la commune de La Faute. Il se balade gentiment, et il laboure gentiment aussi les jardins, des gens qui s'appliquent avec une patience terrible à les recomposer pratiquement tous les jours, et tous les jours, les cochons, enfin les sangliers reviennent. Et il y a aussi 2 mâles qui sont un peu plus costauds et qui, eux, surveillent un peu et ont fait peur à des passants, enfin à des habitants. Et donc on avait beaucoup de plaintes de gens qui d'abord n'étaient pas rassurés, et puis c'est vrai que ce sont des dégâts importants. Donc on a mis pas mal de temps à trouver le bon canal pour pouvoir avoir une battue administrative. On l'a trouvé. Ça a été extrêmement rapide dans la réponse une fois qu'on a trouvé la bonne porte. Et c'est comme ça qu'avant-hier, on est venu me voir en me disant voilà, il faut vous signer ici parce que. Alors j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, attends, une battue dans la commune avec le nombre de touristes qu'on a, parce que ça ne concerne pas le territoire aiguillonné, ça concerne juste le sud de La Faute, pour le moment. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire en faisant une battue et des fusils, et enfin bon, c'est là. Donc en fait, l'idée c'est de repousser nos charmants copains cochons vers la forêt de la Porte d'Arcet, avec des chiens, et espérer, ça c'est la phase 2 qui me fait sourire, mais après tout, pourquoi pas, et espérer que les cochons sortent de la forêt, prennent la plage et remontent sur le... Ouais, c'est ça. Donc on décale. On refile le... J'ai trouvé bien avec un, moi. On refile le problème à nos amis tranchés. Non, en fait, non, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Moi, le but étant pas non plus de les tirer, c'est surtout des... Ah oui, donc pas de méchou. Alors, pour la rigolade, vraiment pour la rigolade. Je publie ça sur mon Facebook parce que je me suis pas fait un newsletter, on va inquiéter les gens des lions, alors ça ne les concerne pas. Donc on a décidé de les mettre sur les réseaux. Alors je mets ça sur les réseaux, sur mon réseau. Alors. Et il y a un monsieur qui me dit ouais, moi je suis à l'écolo, c'est dégueulasse d'être les cochons, enfin bref, assassin, machin, etc. Et sur moi, je dis il n'y a pas tort, enfin voilà, on n'est pas obligé de les tuer les cochons. Et en fait, je regarde qui c'est au bout d'un moment. Et là, en cliquant dessus, c'est un type qui a beaucoup d'humour parce que son métier, c'est il est rôtisseur de cochons. Et son truc s'appelle la Mèche-Lunette, je fais un coup de pub là. Il s'appelle la Mèche-Lunette, il est de Saint-Fermé, c'est assez marrant. Donc si, il y aura peut-être un petit Méchou. Méchou de la Mèche-Lunette. Méchou de la Mèche-Lunette. Donc non, a priori, demain vous allez entendre des chiens. Le but, c'est quand même de rentrer vos chiens pour le coup. Enfin, pour ceux qui habitent là-bas, rentrer les chiens et les chats. Parce que les chats ne vont pas aimer du tout. Ils ne vont pas aimer du tout. Les chiens ne vont pas pour les chats. Non, mais les chats ne vont pas aimer quand même. C'est bien, ça c'est bien. Ah, mais c'est certain. C'est certain. Et on ne peut pas de rien faire. Parce que quand tous les jours tu as 2, 3 ou 4 personnes qui viennent et qui te disent venez voir et qui nous montrent leur photo, leur dire que ça ne sert à rien de faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Il risque de revenir. Bah, sauf s'ils servent de méchoui. S'ils servent de méchoui. Bien sûr qu'il y en a qui traversent la nage entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à parler de Monsieur Jean-François Serre? Oui, Dominique Bernard. Il y aura une fête du port cette année. L'année dernière, il y a annulé, à cause du Covid. Oui. J'ai été contacté par le responsable du surfin de projet. L'année dernière, vous avez prévu un stand. Je me rappelle très bien. Et donc, voilà, il m'a posé la question. Non, je pense pas. Je pense que c'est trop court pour qu'on le fasse. Tu parles de l'inauguration du port de La Faute. On va l'inaugurer, mais c'est m'étonnerait qu'on le fête du port cette année. Emmanuel, on est à combien d'animation en tout ensemble? Presque 250. Voilà, c'est presque trop, je trouve, sincèrement, parce que... On est bouqués, on a encore des demandes. Non, et puis c'est des agents municipaux, c'est-à-dire que là, ce chiffre-là, même si on rabat en dehors des associations, je crois qu'on est à 102, 105, rien que nous, c'est un boulot énorme pour les agents municipaux, ça devient un festival, et d'ailleurs, à un moment donné, je vais vous demander de vous calmer, les amis, parce que les agents, ils vont exploser. C'est un boulot de dingue. On a supprimé, on a presque 70 sorties nature quand même de prévu.
il y a beaucoup de belles choses après. On est obligé de, Mais on fera, de faire des on choix. va inaugurer pour la chose, ça c'est sûr. Peut-être une fête plus petite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, ce coup-ci, on arrête.